On est reparti avec nos experts, bien sûr, jusqu'à 20h. Jackie Isabello, Benjamin Corrière, Richard Verlis sont avec nous autour de la table. Alors, c'est passé un petit peu sous les radars hier, parce qu'on était focalisé, bien sûr, sur la situation au Proche-Orient, mais c'est passé quand même quelque chose de symbolique à l'Assemblée nationale, parce qu'un amendement qui a été voté et déposé par Antoine Armand, l'ancien ministre de l'économie et des finances, a relancé la filière nucléaire. On a voté un amendement qui prévoit d'augmenter la capacité nucléaire de la France de 27 gigawatts d'ici 2050. Et ça correspond à quoi ces 27 gigawatts ? Tenez-vous bien, à la construction de 14 EPR de nouvelle génération. Ça tombe très très bien. Écoutez Antoine Armand il y a quelques heures à l'Assemblée. Ce que je propose à travers l'amendement que j'ai déposé, c'est de marquer dans la loi 1, notre attachement au parc nucléaire existant, 2, la relance du nouveau nucléaire à travers des EPR de 6 plus 8, et 3, et c'est aussi inédit, la lancée d'un travail de recherche de 4e génération dans le but d'obtenir un démonstrateur, dans le but d'avancer sur la question de la surgénération, parce qu'on peut être pour le nucléaire et avoir un regard lucide sur la question du combustible comme sur la question des déchets que vous avez évoqués. Voilà Antoine Armand hier dans un hémicycle assez clairsemé, faut bien le reconnaître. Pourtant c'était un vaste débat. C'est bien de le voter et après, comme on dit, il faut délivrer. 14 EPR pour un coup, je crois qu'on a une facture, on a budgété 70 milliards en tout et pour tout. Enfin, c'est intenable. Enfin, on est d'accord. Non, moi je pense que on va reparler de ça parce que comme vous dites, bon, on a voté dans un hémicycle où semble-t-il il y avait pas grand monde. Ce qu'on sait quand même du programme nucléaire, c'est que il a un coût prohibitif. Oui. C'est-à-dire que si on aligne à la fois le grand carénage du parc actuel, simplement pour le truc actuel. Oui. Donc le grand carénage, les investissements qu'il faut faire pour les déchets, les investissements qu'il faut faire pour le prolongement de ça, on est déjà à des sommes astronomiques. Oui. Le PR2, puisque c'est de PR2 qu'on parle, on n'a aucune idée de combien il va coûter. Ce qu'on sait, c'est que le PR1 a coûté 3 ou 4 fois ou 5 fois. Oui, mais vous avez le retour d'expérience après qui vous permet peut-être de limiter d'accord, mais quand on a fait les nouveaux investissements sur les nouveaux EPR, on comptait sur le retour d'expérience qu'on avait acquis, ça a coûté plus cher encore. Oui. Donc je veux dire, on est au degré zéro. On n'a pas la moindre idée de combien ça peut coûter. Et on se lance dans 14 ou je ne sais combien. 14 d'ici 2050. Ça ne tient pas debout. Oui, c'est pas la même taille. Oui. Je me souviens d'un auteur qui présentait son bouquin chez Manu Le Chypre, à la librairie de l'Écho, et il racontait ce que lui avait dit, je crois que c'est Marcel Boiteux, qui était l'ancien président d'EDF, et qui disait un jour le Premier ministre m'appelle et il va me dire combien tu peux construire de trucs, moi je vais doubler le chiffre et puis réduire par 2, et il lui dit je sais pas, je peux en construire 6, il lui fait ok, c'est bon. Et il dit là, je me suis retrouvé comme ça angoissé, on me dit j'avais pas prévu d'en construire autant. Je sais pas si le chiffre de 6 est bon, mais dans ce chiffre de 14, il y a sans doute un peu de ça. Après, pour redevenir un peu sérieux, je crois que quels que soient nos désaccords sur ce mode finalement de production énergétique, les États du Golfe ont leur pétrole, ils vont transiger. Nous, on a quand même cet avantage comparatif, même si les coûts sont moins avantageux qu'ils n'étaient, mais on a cet avantage comparatif qui fait que... Je ne sais pas si on l'a encore, c'est ça de moins en moins. De moins en moins, il coûte cher, mais on a quand même un avantage comparatif, pas uniquement au regard du prix, au niveau de la production, au niveau de la manière dont ça peut aussi générer un marché européen qui doit faire de ces technologies quelque chose renforçant les accords avec nos partenaires. Et on sait qu'en ce moment, c'est assez essentiel. Je pense qu'il faut aussi le regarder comme ça, au-delà d'avoir un mix énergétique qui combine tout un tas de choses et des énergies renouvelables notamment. Justement, Richard, la Commission européenne a annoncé il y a de ça quelque temps quelques 240 milliards d'euros d'investissement d'ici 2050, notamment dans le nucléaire. Est-ce qu'on va pouvoir faire beaucoup d'émules au niveau européen? Les Belges notamment ont relancé leur programme nucléaire récemment. Voilà, donc c'est sûr. Ça commence. Les Suisses ont décidé d'abandonner le nucléaire et pour l'instant ne sont pas revenus sur leur décision. On a l'avantage d'avoir l'hydroélectricité, qui est quand même une chose importante. Moi, j'interprète cet amendement comme la méthode Coué. On dit et on redit avec des chiffres, comme vous l'avez dit, des chiffres très importants. La France veut redevenir la première puissance nucléaire civile européenne et on va tout faire pour et on va mettre les moyens pour. Et ça, c'est un message qui est envoyé
à nos partenaires, aux partenaires de la France, envoyer aussi à l'Allemagne. Bien évidemment, la question se pose. Et donc là, je crois que... Franck Merz est prêt à faire... Il avait dit pendant sa campagne, pourquoi ne pas faire Mars... C'est pas complètement de la mauvaise politique. C'est-à-dire un amendement dont on parle, il y a une détermination, ça vient de la part d'un ancien ministre de l'économie, donc on lui prête, on pense qu'il a peut-être l'oreille d'Emmanuel Macron et que c'est fait de concert avec le président. Bref, pour moi, c'est de la propagande nucléaire à l'Assemblée nationale. Mais si ce qu'on veut, c'est effectivement relancer cette industrie et en faire une filière dans laquelle la France est très performante, c'est peut-être pas idiot. Après, n'oublions pas juste une chose, c'est qu'on peut être très performant sur le plan technologique, même s'il y a des concurrents, mais on va pas régler la question de la dépendance à l'uranium. Évidemment. Et cette question, elle est très sérieuse et elle pose des soucis géopolitiques. Non, mais il y aura un souci financier, il y aura un souci de compétence. On a expliqué ça pendant des années. C'est ce que j'allais dire, parce que vous dites, on a un avantage compétitif. C'est ce qui reste à prouver. Hein. C'est-à-dire, on a su faire des centrales de première génération, si je peux dire, qui étaient toutes identiques et ça a très bien marché. L'EPR, qu'est-ce qu'on a comme expertise sur l'EPR ? Les retours d'expérience, ça coûte à chaque fois presque plus cher. Et là, on est dans le un paquet quand même entre. Donc, il y a vraiment entre Flamanville, entre la Finlande, entre la Chine, entre. Oui, non, mais il y a un gros point d'interrogation sur l'expertise, un gros point. Donc, il faudrait la reconstituer. Ça, c'est le premier point. Et je peux comprendre que la France imagine qu'elle peut la reconstituer, parce que ce que montrent les différentes constructions des EPR2, c'est que on ne l'a plus. Oui. Ça coûte une fortune à EDF et ça va coûter une fortune aux consommateurs français. Il faut former 100 000 personnes. Le deuxième point, c'est un problème donc de coût. À combien on va sortir le PR2 ? On n'en a pas la moindre idée, hein. Pas la moindre idée. Comment dire, les chiffres qui sont annoncés qui sont évalués par la Cour des comptes, les organes d'évaluation, ils disent que ça va faire passer le coût de l'énergie de 60 € le mégawatt à 90 ou à 110. Personne s'en cache que ça va se voir sur nos factures d'électricité. Bien sûr, ça commence à se dire. Elle est où l'expertise ? Troisième point, c'est la jonction. C'est-à-dire, on fait quoi entre l'extinction de l'ancien programme et le démarrage du nouveau programme. Donc il faut investir ailleurs dans la jonction. Dans les renouvelables. L'histoire, elle n'est pas du tout finie. On ne va pas en rester là. Benjamin, quelles sont les alternatives aujourd'hui ? C'est quand même assez simple. La première énergie consommée dans le monde, c'est le charbon. Non, mais on est d'accord là-dessus. Le pétrole, on va quand même en sortir. Les énergies renouvelables, on sait que ça n'est pas permanent. On va avoir de plus en plus des industries électro hyper intensives. On est tous là à balancer du allez, chat. Mais moi je suis beau, fais-moi une photo à la mode Guitaille. Donc là où je suis inquiet, par contre, vous avez parlé d'uranium, c'est un premier point. La deuxième source d'inquiétude, c'est le refroidissement. Comment refroidir avec l'eau ? Mais sur le modèle économique, je veux dire, on sait calculer. Si on pense... si on savait calculer, on n'aurait pas payé ce qu'on a payé pour le PR2. Ça nous coûtait trop peu cher. On ne va pas continuer à importer du GNL. On ne va pas acheter du pétrole de sable bitumineux chez nos nouveaux amis les Canadiens. On est d'accord, c'est pour ça que, au lieu de se battre sur sa chaise et de dire le nucléaire, il faut avoir un programme d'ensemble. C'est la seule chose que je dis.